système de tissu fibreux constitué de bandes et organisé en réseaux. Élastique, résistant et fluide. Les fascias sont présents dans tout notre corps. Ils enveloppent et relient notre peau, nos os, nos muscles et nos organes. Salut, Adriane et moi allons jouer aujourd'hui aux étudiants en médecine. Au programme, la dissection d'une cuisse de porc, une première pour nous. J'avoue que ce n'est pas très appétissant, mais c'est fascinant, car cela va nous permettre de voir comment un tissu conjonctif est structuré. À l'Institut Aquitain de la main de Bordeaux, le docteur Guimberteau révèle le monde méconnu des fascias. Avec une minuscule caméra, il filme le tissu conjonctif dans des corps vivants. Ces images ont révolutionné la science et notre connaissance des fascias. Vous voyez, voilà les fibres d'organisation. C'est apparemment chaotique comme organisation, mais c'est un chaos apparent. C'est certainement pas un carreau, puisque le résultat, c'est quand même la vie. Donc l'efficience parfaite. C'est-à-dire que grâce aux travaux sur les fascias, on va avoir petit à petit des perceptions de l'anatomie et de nos organisations architecturales qui seront nouvelles et qui ouvriront bien évidemment des thérapeutiques nouvelles. Carla Stecco, professeure d'anatomie, est l'une des spécialistes du sujet. Voici ce qui correspond aux fascias pour les chirurgiens. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche qui me permet de glisser d'un niveau à un autre. Comme vous le constatez, c'est une structure extrêmement fluide qui peut se déplacer très facilement. Vous voyez comme je peux entrer à l'intérieur? Les fascias sont composés d'eau, de protéoglycanes et de tissu. Regardez comme c'est beau. De son côté, Émilie a préparé une expérience afin d'étudier les propriétés de la matière qui compose principalement nos fascias. Elle a plongé un œuf dans du vinaigre. Au bout de 24 heures, sa coquille calcaire est entièrement dissoute. Apparaît alors une fine membrane de collagène, enveloppe naturelle de l'œuf, qui est similaire aux fascias de nos muscles et de nos organes. Pour comprendre les propriétés de cette matière collagène et le rôle des fascias dans le corps humain, Émilie a fait appel à Nicolaï Kram. Ce kinésiologue-chercheur mène justement des études sur les fascias à l'Université technique de Chemnitz. Alors Nicolai, avec cette expérience, nous allons en apprendre plus sur le collagène et comprendre de quoi sont faits nos fascias. C'est pareil chez nous? Nos fascias sont aussi souples? Oui, c'est une très bonne façon de se représenter le corps humain. Il y a une fine couche composée entre autres de collagène qui entoure nos organes. Nos enveloppes musculaires sont également composées de ce tissu conjonctif, de ces protéines de structure. C'est ce qui rend l'ensemble élastique et solide. Effectivement, c'est à la fois élastique et solide. Mais j'ai quand même peur que ça casse. Bon, je me lance. Je vais jouer un peu avec. Tu peux tout à fait le faire tomber de quelques centimètres au-dessus de la table. Vraiment? Oui. C'est vrai. C'est un peu comme une balle. Oh c'est ce que je redoutais. Mais cela va nous permettre d'examiner de plus près cette membrane de collagène. Elle doit rester résistante, solide, mais aussi élastique. Quelles sont ses autres propriétés? On peut faire le test. Si on tire dessus, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement résistante à la traction. C'est vrai. Elle est aussi très dense. Et malgré tout, elle est extraordinairement fine. Cela résume bien les propriétés particulières du tissu conjonctif. Bien qu'il soit très fin, il est aussi très résistant, si tant est qu'on le manipule correctement. Ce tissu contient une quantité d'eau relativement importante. C'est ce qu'on appelle la substance de base. C'est-à-dire que ce tissu conjonctif a la capacité de retenir l'eau. Il contient entre autres une protéine appelée acide hyaluronique, qui est utilisée en cosmétique pour affermir la peau. Cette protéine est capable de retenir beaucoup d'eau. Nous en avons nous-mêmes de grandes quantités dans notre tissu conjonctif. Mais comme nous avons vu, il peut se rompre. Tout à fait. C'est pareil pour nous? Notre enveloppe faciale peut-elle se déchirer? Oui, bien sûr.
Prenez par exemple un sprinter qui, en courant, se fait une déchirure musculaire. Ce n'est pas seulement le tissu musculaire qui se déchire, mais également le tissu conjonctif qui l'entoure. Comment les blessures surviennent dans le tissu conjonctif et se réparent, c'est sur quoi travaille une équipe autour du docteur Werner Klingler à l'hôpital de Günzburg. Le docteur Klingler et ses collègues ont observé les changements à l'œuvre dans le tissu conjonctif d'un bras plâtré après une blessure. L'image A, à gauche, montre un tissu conjonctif sain et intact, avant que le bras soit plâtré. L'image B a été prise après 3 semaines de plâtre. La structure est comme emmêlée. Le manque d'activité physique entraîne une prolifération des structures conjonctives et de ce fait une perte fonctionnelle. C'est l'enseignement principal que nous avons tiré de nos recherches. Cela signifie que l'activité physique est indispensable pour maintenir nos fascias en forme. La sédentarité et les mauvaises postures peuvent enraidir les fascias au point que les nerfs et les muscles finissent par se coincer. Conséquences possibles, douleurs et perte de mobilité. Jan Wilke, spécialiste du sport, veut vérifier ce que de nombreux kinésithérapeutes affirment. Le système facial formerait une sorte de chaîne anatomique qui serait constituée de multiples lignes et traverserait tout le corps. Ça a été une grande surprise de constater qu'il n'existait qu'une seule hypothèse, que l'on ne travaillait qu'avec un seul et unique modèle. Et je pense, quitte à passer pour un hérétique, que l'on a tendance à beaucoup fantasmer autour de cette thérapie. L'objectif est donc de découvrir si elle fonctionne réellement. Si après une manipulation, on modifie vraiment les fascias, ou si ce n'est qu'une impression. Le spécialiste du sport teste 6 de ces lignes, en se concentrant particulièrement sur celle du dos. La ligne pour laquelle existent les données les plus probantes est la ligne dorsale superficielle. C'est également celle que nous étudions principalement dans le cadre de nos études de recherche appliquée. Cette ligne passe par les muscles extenseurs du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale, le ligament sacrotubéral, puis se prolonge jusqu'à l'extrémité inférieure de la jambe, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, le muscle du mollet avec le tendon d'Achille, et pour finir le fascia plantaire au niveau de la plante du pied. Pour prouver l'existence de la ligne dorsale, Jan Wilke mène une série d'expériences. Si l'on bouge la cheville, le fascia situé sur l'arrière de la cuisse devrait, selon toute hypothèse, lui aussi bouger. Et effectivement, l'examen échographique montre un léger glissement du fascia. Il s'agit maintenant de démontrer une connexion faciale entre la colonne cervicale et la jambe. On commence par tester la mobilité de la colonne cervicale, puis on étire la jambe. Quels effets a cet étirement sur la colonne cervicale ? Voici les valeurs médianes des 5 mobilisations que nous venons d'effectuer. La mobilité totale, basée sur ces 5 essais, est de 108 degrés, soit 4 degrés de plus que lors du test précédent. Après l'étirement des muscles de la jambe, la mobilité s'est donc améliorée. Nous avons une amélioration de la flexion et de l'extension de la tête au niveau de la colonne cervicale. Il existe donc peut-être bien un effet mécanique de transmission au sein du tissu facial. La recherche n'en a pas fini avec les fascias. Dis-moi, tu t'ennuies ou tu fais ça pour les fascias? Pour mes fascias, bien sûr. Comme l'efficacité des rouleaux de massage n'a pas encore été prouvée scientifiquement, j'ai opté pour la corde à sauter. 5 minutes par jour, c'est ce qui est conseillé. Mes mollets sont ravis. La règle d'or, c'est de faire de l'exercice. Allez, au revoir. Salut, à la prochaine.